Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel il n'y a pas d'argent magique pour l'école, il n'y a pas d'argent magique pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent magique pour la justice, mais rassurez-vous, il y en a toujours pour enrichir les vendeurs d'armes, car comme le disait Anatole France, on ne meurt pas pour la patrie, on meurt pour les industriels. Et aux esprits chagrins qui douteraient et hurlent déjà à la désinformation et honteusement complotiste des propos de notre leader suprême, la réalité frappera bientôt durement à la porte de votre compte bancaire. Car oui, vous aurez la guerre, une guerre sociale. Le poudré de l'Élysée va prendre vos acquis sociaux et votre épargne au nom de la défense et de la construction européenne. Dites-moi les 28% de fils de pute qui ont voté au premier tour pour un sociopathe cocaïnomane marié à sa mère qui se prend pour Winston Churchill alors qu'il est incapable de virer 3 OQTF. Vous avez prévu d'avoir une race un jour ? Et les enfoirés qui n'ont pas levé le petit doigt quand Macron éborgnait les gilets jaunes, enfermait sa population, fermait des chaînes de télévision, rassurez-moi, vous avez prévu de donner votre épargne de bon cœur. Non, parce que des financements publics sans que les impôts soient augmentés, il n'y a pas besoin de se branler 3 fois par jour sur le capital pour comprendre ce que ça veut dire. Et tous ces youtubeurs qui ont appelé à faire barrage contre la haine parce que, dixit Usul, Macron c'est quand même la démocratie, vous avez préparé votre pactage. Franchement, j'ai hâte de vous voir au front, je pense que ça va être épique. Oh chérie, ça va mon cœur? Maman, c'est dur. Maman. Désolé, hein, mais c'est ni de droite, ni de gauche, on a remarqué, de vouloir une France qui s'oppose à la Russie et qui soutient l'Ukraine. On peut débattre sur les stratégies, mais qu'on aime Macron ou pas, c'est la position que la France devrait avoir, s'opposer à Poutine et vouloir une Europe plus forte et indépendante. Regardez-vous, pathétique stratège de comptoir vautré dans vos canapés habitat qui réclamait la guerre avec Poutine entre 2 verres de Chablis. Contemplez-vous, misérable héros de l'escalade militaire qui confondait votre dernier marathon Netflix avec l'enfer des tranchées. Votre dernier exploit physique, c'est d'avoir monté les 4 étages de votre immeuble haussmannien la dernière fois que l'ascenseur était en panne. Admirez-vous, haranguez les réseaux sociaux depuis vos iPhone 16 Pro, exigeant qu'on envoie crever les jeunes en Ukraine alors que vous tremblez déjà à l'idée de rater votre prochain brunch. C'est qui lâche pas les petits bobos macronistes? Sincèrement, je pensais vraiment qu'ils allaient se calmer après le discours d'hier soir, mais non, ils continuent à nous expliquer comment résister à Vladimir Poutine entre 2 crises d'angoisse pour un retard Deliveroo. Ça s'évanouit à la vue de la moindre goutte de sang, mais ça continue à réclamer des frappes aériennes comme on commande un cappuccino. Vous osez parler de résistance, vous qui avez fui vos appartements parisiens la première journée du confinement pour vous réfugier dans vos résidences secondaires, abandonnant la capitale plus vite qu'en juin 40. Misérable larve de centre-ville incapable de survivre 3 jours sans 5G. Hypocrite flamboyant, va-t-en guerre de salon qui dissertait sur la géopolitique en 144 caractères, alors que vos mains manucurées n'ont connu pour seule callosité que celle provoquée par un excès de branlette. Vous serez les premiers à supplier pour un passeport suisse au premier coup de canon. Les premiers à trahir pour un visa canadien. Les premiers à disparaître quand il s'agira une seconde dans votre vie d'assumer vos désirs belliqueux. Votre courage se limite à publier des drapeaux ukrainiens sur votre profil Insta, car votre engagement politique s'arrêtera toujours là où commence votre confort. Vous n'êtes que des toxins vides, des tambours creux, des clairons sans souffle, prêts à envoyer les autres à l'abattoir pendant que vous préparez déjà vos valises pour Lisbonne ou Montréal. Vous n'êtes que les porte-voix pathétiques d'une élite qui voit la guerre comme un divertissement, un jeu vidéo dont on peut se déconnecter à la première brutalité. Car les vrais morts, la vraie chair déchirée, le vrai sang versé n'est pour vous qu'une lointaine fiction dont vous vous gorgez comme du dernier Avengers. Vous n'êtes que les fossoyeurs hilars d'une paix que vous ne méritez pas, exigeant le sacrifice des autres pendant que vous préparez votre lâche désertion. Crevez, crevez jusqu'au dernier. En tout cas, notre leader suprême, lui, a su mettre les formes. C'était Hollywood. La menace russe est là. Nous entrons dans une nouvelle ère. Une agressivité qui ne connaît pas de frontières. Plus combo fake news sur les élections truquées en Roumanie. Et histoire d'enfoncer le clou, il se permet même d'annoncer une UE de la défense et l'ouverture du parapluie nucléaire français aux pays de l'Europe, sans contrepartie aucune, alors que ce connard n'a aucun mandat pour le faire. Fabriquer un ennemi imaginaire pour effrayer la populace et s'en servir comme prétexte pour toujours élargir la domination de l'État et de l'Union européenne. La stratégie est toujours la même, elle est toujours aussi visible, mais le castor a la dent dure. Le castor et le boomer, bien évidemment. N'oublions pas l'électorat premier de notre leader suprême, qui n'aura probablement pas à assumer un jour, sur Terre en tout cas, les conséquences directes de sa connerie, à moins malheureusement qu'un mauvais calcul de coordonnées balistiques ne fasse s'écraser malencontreusement un missile Satan 2 sur leur putain de paquebot Costa Croisière payé avec mes impôts.
regardez-les comme ils sont beaux, les fossiles ventripotents des années dorées, qui passent leur journée à cracher leur morgue sur les fainéants d'aujourd'hui. Osez encore une fois nous faire la leçon sur le mérite et le courage, espèce de prêcheur repu qui confondez votre valeur morale et votre compte bancaire. Arrête, dire que ça a fait mai 68, ça. Ça a fait mai 68, hein. C'est pas vrai, arrête. Bah oui papy, mais 68 c'était toi, cheveux au vent, à gueuler contre le vieux monde. Aujourd'hui t'applaudis comme un phoque dressé quand tu vois les CRS tabasser des manifestants en te branlant derrière tes rideaux en dentelle. Minable collabo des temps modernes qui pendant la Covid jouait les guestapettes de balcon, dénonçant ses voisins à la police comme ses parents dénonçaient les juifs en 40, contrôlant les passes sanitaires en terrasse avec la jubilation malsaine d'un petit capot de banlieue. Après, il faut se rassurer aussi, hein, avec les généraux qu'on a, la guerre devrait bien se passer. Est-ce que l'armée russe, aujourd'hui, est toujours en état, sur le terrain, militairement, d'avancer, de faire reculer les Ukrainiens? Est-ce qu'elle a les équipements nécessaires, les hommes nécessaires, les armes nécessaires? Je n'y crois pas. Ils n'ont plus d'armée. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont plus d'armée et ils ne sont pas en train d'en reconstituer une autre. Il a perdu, et il ne le sait pas encore. Et donc cette armée-là, là, elle est en train de mourir. Alors, ça viendra par morceaux. Donc ces gens-là sont épuisés et incapables d'action offensive. Pour déstabiliser les Ukrainiens, non, ils ne peuvent plus. Alors maintenant, on va leur donner 300 000 têtes de bétail avec des kalachnikovs rouillés. Pour repartir vers l'avant, c'est vide de sens. Comment retourner sa veste à ce point? Ça sera la honte sur nous si l'Ukraine perd. Honte à l'Europe, honte à la France si nous laissons l'Ukraine perdre. La reconquête est impossible, on le sait depuis 3 ans, quoi que vous disiez. Non, vous avez dit l'inverse, mon général. Non, on dit que l'Ukraine n'avait pas les moyens de reconquérir. Quant à toi, Emmanuel, je vais te dire pour la première fois en 7 ans ce que je pense sincèrement de toi. Tu n'es qu'un petit monarque de pacotille, jouant à Louis XIV dans les dorures de l'Élysée pendant que son royaume part en lambeaux. Un Jupiter en carton-pâte, enfant pourri gâté de la République, qui préférerait faire atomiser la France plutôt que d'admettre un seul instant que son trône vacille sous le poids de son incompétence flagrante. Emmanuel, tu n'es qu'un garnement capricieux qui confond la France avec sa chambre d'enfant, piétinant la démocratie comme un jouet qui l'ennuie. Contemple ton œuvre, pathétique héritier des banquiers, toi qui as traversé la vie comme on traverse un salon, les pieds posés sur le tapis rouge déroulé par ses serviteurs de chez Rothschild. Tu penses avoir mérité ton trône parce qu'on t'a dit depuis la naissance que tu étais exceptionnel, petit prince de Léna, qui prend ses désirs de grandeur pour une légitimité divine. Écoute-toi déblatérer, t'es en même temps nauséeux, jouant avec les contradictions et le destin du monde comme un clown triste ayant perdu son public. Tu promets tout et son contraire, changeant d'avis comme de chemise Dior, pendant que tu contemples ton peuple crever avec la compassion d'un robot défectueux. Qu'il traverse la rue, croasse-t-il de son perchoir doré, lui qui n'a jamais traversé que des antichambres dorées. Te voilà maintenant, petit dictateur en herbe, qui se prend pour un chef de guerre parce qu'il s'imagine que bombarder les Russes est aussi simple que d'inonder les gilets jaunes de lacrymo avec la jubilation perverse d'un enfant qui arrache les ailes d'une mouche. Mais la violence, tu ne la connais que par procuration, protégée derrière tes cordons de CRS pendant que tu théorises la guerre derrière ton bureau. Regarde comme tu t'agites, petit pantin du CAC 40, utilisant chaque crise, chaque tragédie comme une occasion malsaine de dresser ton peuple récalcitrant. Emmanuel, tu n'es qu'un préfet de pensionnat, se croyant chef de guerre et dramatisant chaque contrariété pour asseoir son autoritarisme de façade. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Mais ton narcissisme pathologique commence à se fissurer, n'est-ce pas? Sous le vernis de l'arrogance, on devine la panique de l'enfant gâté qui réalise que peut-être cette fois-ci, Tata République et Maman Brigitte ne pourront pas le sauver.
Alors tu t'accroches à ton fauteuil comme à une bouée de sauvetage, incapable d'entendre les hurlements de la rue qui réclament ton départ, trop occupé à admirer le reflet de ton biceps photoshopé dans les miroirs de Versailles. Mais maintenant que l'algorithme bug, eh bien tu tournes en boucle, répétant sans cesse et inlassablement les mêmes éléments de langage, pendant que la France réelle, celle que tu n'as jamais connue, se meurt sous les coups de ta gouvernance autistique. Casse-toi, pauvre. Je suis pas content, il y a Donald Trump qui a invité Macron. Oui, Emmanuel Macron, il a été invité par Donald Trump aux États-Unis. Oui, on avait dit dans le dernier épisode que finalement il l'inviterait pas, mais en fait si, il était obligé parce que sa maman Emmanuel elle connaît très bien le proviseur, donc il avait pas le choix. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça faisait 5 ans que les États-Unis et la France, enfin le président américain et le président français n'avaient pas parlé. Donc quoi, Biden? Non, je suis désolé, Biden 10 minutes pour l'allumer, 10 minutes pour qu'il se réveille, 10 minutes pour qu'il comprenne que l'autre en face c'est pas François Mitterrand. Au bout d'un moment on leur tourne. Donc bref, du coup cette rencontre. Alors ça s'est passé comment? He's a smart customer, I will tell you that. Incroyable. On aura beau dire ce qu'on veut, mais les cours de théâtre de la mère Trogneux, c'est quand même un truc. Hein. Je sais pas ce qu'elle foutra de sa vie une fois qu'on l'aura mis dehors, mais franchement, je suis à 2 doigts de m'inscrire. Emmanuel Macron qualifié de smart customer par Donald Trump, ça c'est vraiment le truc le plus fou, quoi. En même temps, c'est pas forcément faux, hein, quand on voit la partie du budget de l'État qu'on engloutit pour leur acheter leurs armes. Après, je suis un peu taquin, c'est facile d'isoler un extrait, mais quand on prend l'échange dans son intégralité, ça doit forcément s'expliquer. Just want to tell you a little story. So we were at the Eiffel Tower having dinner with your wonderful wife and with my wonderful wife, and we came out and he started speaking the French deal. And we didn't have an interpreter, and he was going on and on and on, and I was just nodding, yes, yes, yes. And he really sold me out, because I got back the next day and I read the papers. I said, that's not what we said. Incroyable. L'autre, il est là, t'as Donald Trump devant les caméras du monde entier qui est en train de dire que Emmanuel Macron lui a fait signer un deal et qu'il a essayé de l'entuber, que l'autre s'en est aperçu plus tard et que finalement il a pas accepté le truc parce que l'autre a essayé de lui faire à l'envers. Et l'autre, il est content, il dit ah ouais, t'as vu, c'est vraiment un bâtard. Hein. Sidérant. Après, cette rencontre n'était pas qu'une rencontre cordiale, hein. Il y a eu aussi un petit peu de la virilité, et ils n'ont pas parlé que des sujets qu'ils ont évoqués face caméra, puisque Emmanuel Macron a eu la délicatesse, en tant que président 2.0, de nous faire un live TikTok. Et oui, le président TikTok nous a expliqué ce qu'il allait dire à Donald Trump dans un live en direct. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Tu peux pas être faible, Donald. Tu ne peux pas plier face à Poutine. C'est pas toi. Ça ne te ressemble pas. Tu dois te battre, Donald. Pour les enfants. Pour Adriane. Pour qu'est-ce que tu fous, connard? C'est le discours d'Apollo Creed dans Rocky 3. C'est plus un président, c'est un coach. Par contre, je voudrais juste répondre à tous les cons, là, les groupiasses de Macron qui étaient dans le live parce que j'y étais. Tous ceux qui ont mis en commentaire, oh, waouh, regardez, il est trop fort, il va tutoyer Donald Trump. En anglais. Et ils n'ont pas abordé que ce sujet-là, ils ont également abordé le sujet de la liberté d'expression. Emmanuel Macron nous l'avait dit. Par contre, je mets pas ta gueule, hein. Non, j'en peux plus, on met que le son. Il faut faire attention, il y a une espèce de faux discours qui est en train de rentrer là, qui est la défense du free speech. Si le free speech, c'est en quelque sorte le fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut rouer de coups les gens sur les réseaux sociaux sans raison, qu'on peut tenir les pires discours antisémites et racistes, qu'on peut manipuler l'information en masse si on est fort, bah ça s'appelle pas la liberté d'expression. C'est pas vrai. Le free speech, hi-ha, le free speech. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te prends pour un Américain? Mais je vais te le dire pourquoi tu te prends pour un Américain. Parce qu'en fait, la notion de liberté d'expression est bien plus complexe que la notion de free speech, une notion finement élaborée par des dizaines d'auteurs appartenant à des courants politiques et philosophiques différents. Et vu que votre arnaque intellectuelle consiste depuis des années à amalgamer liberté d'expression et liberté d'opinion, en employant free speech, une notion qui voudra pas dire grand-chose à l'oreille des gens, c'est plus simple pour les baiser. Et bien évidemment, l'autre sujet de discussion entre Emmanuel Macron et Donald Trump était bien évidemment le sujet de la guerre en Ukraine, et là aussi notre président nous avait prévenu. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000 par les Russes et leurs fermatrolles. Parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse
péripéties des punaises de lit, et c'était signé, c'était des attaques russes. Oh, ils ont même ressorti les punaises de lit, c'est gentil de me filer un coup de jeune comme ça. Ah, ça fait du bien entendre. Vous avez ressorti cette enculerie des punaises de lit. Non, oui, je sais, Vladimir Poutine a amplifié via ses bottes la panique française autour des punaises de lit. Mais s'il l'amplifie du coup, c'est peut-être parce qu'au départ, il y a des punaises de lit en fait. Tu veux pas voir ton... Non, il n'y a pas, c'est fils de pute. Il y a le scorbut qui est de retour en France à cause de tes conneries. Excusez-moi, mais en matière de panique, vous avez des leçons à donner à personne, vous faites tout ça tout seul, comme des grands. Un rapport danois, des services secrets danois, je pense, qui est sorti la nuit dernière ou ce matin, qui alerte, qui dit bien qu'il y a une possible attaque russe contre l'Europe d'ici 5 ans et peut-être même dans 6 mois. Et à cette occasion, vous vous en doutez, eh bien les bots macroniens sont de retour. Bah oui, parce qu'il fallait la faire la guerre avec Poutine. Donc du coup, les bots macroniens, ils ont remis des piles dedans, à l'image de Jean-Marc Dumont. Non, pas Jean-Marc Dumontet, salaud. Mais oui, salaud, je veux dire avec un air théâtral, mais parce que c'est le mec qui gère la moitié des salles de spectacle à Paris. À la seconde où je parle de lui, bon, au point où j'en suis. Poutine devait conquérir l'Ukraine en 3 jours, Trump devait obtenir la paix en 24 heures, l'héroïque courage des Ukrainiens et de Zelensky ont contrarié ses délires, la Russie n'est pas loin de l'effondrement plus que jamais. Résistons et défendons l'Europe et la démocratie. Il y a vraiment un truc qu'il faut que vous m'expliquiez, parce que j'y arrive pas, je vais être un peu con, mais vous passez toute la sainte journée à nous expliquer que la Russie est à ça de la banqueroute, mais qu'en même temps, elle va nous envahir dans 3 semaines. Dissonance cognitive. Quant aux médias mainstream, vous vous en doutez, ils ont su couvrir cette rencontre diplomatique avec l'objectivité et l'impartialité qu'on leur connaît. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Il l'a retourné, carrément. C'est bizarre parce que quand je vois les photos, oui, il y a eu retournement, mais j'ai plutôt l'impression que c'était Trump qui était derrière. Après sa rencontre avec Donald Trump, consacrée à la guerre en Ukraine, Macron engrange les succès diplomatiques. Incroyable, il engrange, carrément. Il engrange, ça déborde. Chérie, fous les succès dans la cave, là, parce que oui, mais il y en a plein à la maison, il y en a partout, c'est chiant. Une bouffée d'air, alors qu'il reste impopulaire en France. Ah, ces salauds de pauvres qui veulent pas comprendre que notre président est génial. Ah, je suis désolé, on doit être un peu con, mais on n'arrive pas à capter que 25% d'augmentation des droits de douane, ça s'appelle un succès diplomatique. Oui, je sais, sans Emmanuel, ça aurait été 30, 40, 50, 200, 40 milliards. Après, c'est bizarre quand même cette histoire d'augmentation des droits de douane, parce qu'Emmanuel, il avait dit qu'il laisserait rien passer. Droit de douane, Emmanuel Macron dira à Donald Trump qu'entre alliés, on ne peut pas faire souffrir l'autre. D'accord. Donc on est en 2025, et la politique de diplomatie française, c'est littéralement... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Après, c'est aussi facile de ma part de prendre des extraits face caméra, de prendre des déclarations d'avant de Macron et de me foutre de sa gueule, mais c'est pas que une humiliation. Je veux dire, effectivement, quand on est face caméra, on essaie de montrer un peu qu'on a les muscles devant les gens, etc., pour que les journalistes, faire parler les médias et tout ça. Mais je veux dire, dans les discussions privées qu'ils ont eues entre eux, à aucun moment Donald Trump va s'amuser à humilier Emmanuel Macron. Putain, mais c'est quoi le problème avec Emmanuel Macron au bout d'un moment? À chaque fois qu'il est en visite diplomatique, soit il se tape des tables de 10 km de long, soit il le met dans un angle. Il est pas à la bonne taille? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ok, d'accord, je suis un petit peu dur. Humiliation, le terme est peut-être un petit peu élevé. D'ailleurs, pour être totalement impartial, Donald Trump a aussi complimenté Emmanuel Macron. Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour Donald Trump, le travail d'Emmanuel Macron n'a pas été suffisamment reconnu. Le travail de quel travail? De quoi? De qui? Les travails d'Emmanuel... Mais il a pas... Ah non, c'est pas parce qu'il poste des photos de lui comme un con tous les 3 jours avec un casque de chantier qu'il a fait quoi que ce soit. Pas du tout. Oh là là, loin de là. On a même empêché sa bonne femme d'y foutre une bite. Faux départ, Donald. Il va falloir trouver un autre truc pour le complimenter. Emmanuel, thank you very much. Great job, and it's been wonderful being with you. Say hello to your beautiful wife. Your beautiful wife. Ce niveau de troll, putain. Bon, par contre, sinon, oui, quand même, coup de gueule, Emmanuel Macron, c'est la dernière fois. Hein. Non, pas que tu vas voir Donald Trump, tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Hein, mais je veux dire, le live TikTok, là, ouais, c'est fini, ça. Non, parce que t'as donné des idées à toute l'équipe, et là, il y a le petit qui s'y est mis. Non, alors là, c'est au-delà de mes forces. Bonjour à tous, je suis dans le train depuis la Pologne en direction de Kiev. Je suis invité par les autorités ukrainiennes pour commémorer les 3 ans du début de l'invasion russe. Je sais que la période vous inquiète et que vous avez sûrement beaucoup de questions. Et je vous propose d'y répondre tout au long de mon déplacement. Vous pouvez les poster
en commentaire sous cette vidéo. Après, pour en revenir à la rencontre entre nos deux présidents, bon, c'était pas non plus l'humiliation ultime, ça aurait pu être pire, comme avec Zelensky. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't the have dignity such. of this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. Something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Ouais, au rythme où ça va, dans pas longtemps, ça va être Vladimir Poutine qui va offrir ses services comme négociateur de paix entre l'Ukraine et les États-Unis. Alors on va pas revenir en long, en large et en travers sur cet entretien entre les deux, déjà parce qu'on va en parler en live cette semaine avec des invités, puisque ce sera le retour de Plus Bruyant avec Tabibian dès le début de la semaine prochaine, parce qu'on tourne là, mais on diffusera la semaine prochaine. Mais on va quand même essayer de dire vite fait ce que personnellement j'en pense. Et ce sera un passage qui sera pas un passage humoristique cette fois-ci. Très clairement dans cette histoire, Donald Trump et Vance se sont comportés absolument n'importe comment, mais presque aussi mal que les médias français qui bien évidemment n'ont mis que les quelques minutes de clash en avant et pas la totalité de l'entretien qui durait quasiment 1 heure. Et quand on regarde la totalité de cet entretien, on peut la résumer assez simplement de façon chronologique. Pendant les 10 premières minutes de l'entretien, Donald Trump est absolument insupportable, il ne parle que des États-Unis et se félicite de la façon dont les États-Unis ont aidé l'Ukraine en envoyant totalement de boulet en fait toutes les demandes de garantie de Zelensky en disant que l'important c'est le pognon qu'ils leur ont donné. We talk about security. Everyone's talking about the other day. All they talked about was security. I said, let me make the deal first. I have to make the deal first. I don't worry about security right now. We have to have a deal. Mais paradoxalement, juste après cette félicité de ce qu'ont fait les États-Unis, il va défoncer ce qu'ont fait les États-Unis, en l'occurrence l'administration Biden, en disant qu'ils ont utilisé le fric absolument n'importe comment. Alors, il va falloir que Donald Trump comprenne qu'il est plus en campagne. Hein. Ça sert à rien de taper sur le bilan de Joe Biden. C'est que dalle. T'es président maintenant, mec. What the Biden administration did was terrible. They were giving money, but they had no security on the money. Europe, as you know, gave much less money, but they had security. It was in the form of a loan. Et il a poussé le cocorico un petit peu loin en expliquant que les États-Unis avaient donné bien plus que l'Europe, ce qui est factuellement faux, et ce que lui a très gentiment rappelé Zelensky. They really gave a lot, Mr. President. Really, they did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. No. Jusque-là, la discussion est plutôt cordiale et on voit que Zelensky essaye de faire bonne figure, mais ça va vraiment déraper lorsque Donald Trump va parler, et pour le coup, c'est là, il a raison, qu'il faut arrêter cette guerre à cause des morts des deux côtés. Et bien évidemment, ça énerve Zelensky qui dit oui, mais les morts russes, ça compte pas parce que c'est eux qui sont venus sur notre territoire, en gros. Whether they're in Russia or Ukraine, think of the parents of all these people being killed needlessly. They came to our territory. Donald Trump finit son speech et au moment où il devrait redonner la parole à Zelensky, et bah en fait il lui coupe la parole, l'empêche de parler et donne directement la parole à un journaliste, ce qui est complètement impoli d'un point de vue diplomatique. Mr. President, I've got 2 questions for you. Et c'est là où on a le droit à une cohorte de journalistes plus débiles les uns que les autres. Le premier journaliste ayant essentiellement 2 questions, une pour Trump, une pour Zelensky. Il commence par poser une question à Trump pour lui demander s'il se voit comme un faiseur de paix et s'il se voit comme quelqu'un qui restera dans l'histoire comme l'homme qui a conclu la... Bon, ça s'appelle un suçage de bite. I hope I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. Et ensuite, une deuxième question totalement déplacée où il demande à Zelensky pourquoi il n'est pas venu en costume. Les gars, vous avez littéralement Elon Musk qui se pointe tous les matins au bureau ovale avec casquette de baseball, t-shirt, jean basket, et là ça vous dérange pas. Une fois que Zelensky a fini de répondre, Donald Trump redonne la parole à un autre journaliste, mais alors là vraiment même à BFM TV ça les choque, qui refait un gros suçage de boule à Donald Trump. What gave you the moral courage and conviction to step forward and lead that? Well, I love this guy. No, I appreciate your question very much. It's just I feel I have an obligation to try and do something to stop the death. Ce qui va profondément énerver Zelensky, qui n'a toujours pas parlé depuis 12 minutes et qui a envie d'en placer une. Et enfin, on a le droit à un dernier journaliste, et c'est là que ça va se barrer en couille, qui demande à Donald Trump s'il a l'intention de visiter Odessa, et non seulement Trump dit que non, mais qu'en plus de ça, il a absolument pas envie de parler du sujet. Ok, très bien. I don't want to talk about Odessa now. Let's not talk about Odessa. I want to talk about making a deal, getting peace. We don't have to talk about Odessa.
Et c'est à ce moment-là que le vice-président des États-Unis va faire littéralement de la merde. Donc le vice-président des États-Unis, un vice-président n'a pas à s'adresser de la façon dont il n'a même pas à s'adresser en fait théoriquement, mais il n'a pas à s'adresser de cette façon-là, quoi qu'il arrive, à un président en exercice, quoi qu'on en pense. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? You're not in a good position. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. People are dying. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. It's going to be a tough deal to make. Alors vous le savez, sur cette chaîne, j'ai pas vraiment l'habitude de défendre Zelensky, mais il faut quand même reconnaître ici que la façon dont s'est comportée l'administration américaine est assez dérangeante. Et ce qui est dérangeant, c'est pas la violence des propos, c'est qu'elle ait eu lieu publiquement en fait. Il y a pas mal de commentateurs politiques qui ont dit oui, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des discussions entre présidents, un tel clash. Non, oui, effectivement, on l'a jamais vu, mais ça veut pas dire que ça n'a jamais existé. La véritable erreur qui a été faite, c'est de filmer ça en public. Les relations, les discussions entre les chefs d'État sont toujours viriles. Enfin, sauf quand c'est Macron, parce qu'il y a un problème physique. Mais je veux dire, à part ça, c'est toujours viril. Le truc, c'est que c'est jamais filmé, normalement. Et vraiment, si on commence à rentrer dans une ère de télé-réalisation de ce genre de discussion, ça va vraiment être problématique, parce que derrière, il y a des peuples, en fait. Il y a des millions de gens qui, à cause d'un clash public, vont se foutre sur la gueule et se haïr. Et j'ai vraiment pas envie qu'on rentre dans une ère où ce genre de clash a lieu publiquement. Mais encore une fois, dans un cadre privé, c'est pas du tout une première. Les chefs d'État se foutent sur la gueule. Il n'y a qu'à demander à Sarkozy. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez. Et il y a un autre point sur lequel Zelensky a été catastrophique, ça a été de menacer les États-Unis. Oui, non, je dis bien menacer, la notion de menace en diplomatie est très étendue. Et d'ailleurs, c'est là que l'administration Trump, au lieu de lui poser des questions sur son costard, aurait dû insister. C'est l'enrôlement forcé de civils ukrainiens pour aller servir de chair à canon au front. Et c'est d'ailleurs le moment de l'entretien où Zelensky est le plus faible, et il a tellement rien à répondre qu'il est obligé de menacer les États-Unis indirectement en leur disant « Mais de toute façon, vous aussi, vous aurez probablement à faire ça le jour où la guerre arrivera sur votre sol, parce qu'elle va arriver sur votre sol. » Et c'est là où on peut comprendre que l'administration Trump, et spécifiquement Donald Trump, ait pété un plomb. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. À la suite de cette réunion, Zelensky a finalement dit qu'il était prêt à travailler avec Donald Trump, qu'il était prêt à entamer des pourparlers de paix avec Vladimir Poutine, qu'il était prêt à rembourser le pognon que les États-Unis lui ont prêté, bref, qu'il était prêt à absolument tout, sauf à des concessions territoriales qui, de toute façon, vont arriver, que vous le vouliez ou non, à moins que l'Union européenne décide de partir toute seule faire la guerre. 4 jours après avoir tenu tête à Donald Trump dans le bureau ovale, le président ukrainien vient-il de perdre son bras de fer? La nuit dernière, un conseiller de la Maison-Blanche annonçait la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Et ce soir, Volodymyr Zelensky semble céder sous la pression du camp américain. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction du président Trump pour atteindre la paix. Concernant l'accord sur les minerais, l'Ukraine est prête à signer à tout moment. Le président ukrainien accepte même et pour la première fois l'idée d'une trêve des opérations aériennes et maritimes avec la Russie. L'interruption de l'aide américaine, 64 milliards d'euros, 40% du soutien total depuis le début de la guerre, semble avoir pesé lourd. Un autre point qui me saoule, c'est ce que va faire Macron. Oui, je vous spoil l'actualité politique de ces prochains jours, voire de ces prochaines semaines. Macron va se servir de ce désengagement américain aux côtés de l'Ukraine pour accélérer son agenda de la fédéralisation de l'armée européenne. On va avoir le droit à des discours, à des débats, à des interventions publiques pour dire qu'il faut aller toujours plus loin dans la création d'une armée européenne. Et on va remettre sur la table les prochaines semaines l'idée d'un partage de la dissuasion nucléaire française avec l'Allemagne. Et heureusement qu'on peut compter bien évidemment sur les souverainistes, à l'image de Marion Maréchal, pour s'opposer à un tel projet. Non, je déconne. Et donc maintenant, la question de savoir demain, c'est comment on organise une défense européenne. Tout ça est un gigantesque cirque, et je crois que dans cette histoire, pour conclure cette partie un peu plus sérieuse, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir tous ces connards de commentateurs politiques, des vieux boomers de merde, qui passent leur temps à expliquer que il faut aller combattre la Russie, qu'il faut aller lui en mettre plein la gueule, qu'il faut soutenir Zelensky même sans les États-Unis. Les gars, l'OTAN, aujourd'hui, en intégralité, sont les chiffres officiels, peut déployer 30 000 hommes. C'est-à-dire que pour ça, il en faut 100 000 pour pouvoir projeter les 30 000. Zelensky en demande 10 fois plus. 10 fois plus dans un cadre de guerre où Vladimir Poutine consacre 8% de son PIB à l'effort de guerre. S'il a envie de monter la barre ne serait-ce que de 2%, il faut encore augmenter les ratios. Vous vous branlez. Vous récupérez tous cette espèce de conflit à la con pour essayer de faire preuve de vertu et de courage, alors qu'on sait très bien que si jamais un conflit devrait éclater, vous serez les premiers à être planqués. Puisque, encore une fois, nous n'avons pas les moyens de vos pathétiques ambitions et de vos grotesques crises de post-adolescence tardive. Ah, visiblement, Nicolas Bouzou n'est pas d'accord, je crains le pire. Face au risque de guerre, la France doit adopter un programme de puissance économique, augmenter le temps de travail, partir en retraite plus tard, simplifier radicalement la vie des entreprises, libérer l'innovation, sont désormais des impératifs sécuritaires. Ne refaisons pas les erreurs des années 30. Le stade ultime de la Macronie mentale, c'est si on baisse le salaire des smicards et qu'on empêche les vieux de partir à la retraite, à mon avis, Poutine passe pas les Ardennes. Elle a de la gueule, votre Ligue Maginot 2.0. Donc entre-temps, Donald Trump a annoncé qu'il arrêtait définitivement le soutien financier à l'Ukraine et il souhaite même récupérer l'argent qu'il a donné à l'Ukraine. Non, c'est trop là. Donald,
Non mais tu files 10 balles à un clodo en lui disant bon, attention hein, c'est pour acheter à bouffer. Le mec finalement tu vois qu'il a acheté de la vinasse, ok tu redonnes pas, mais tu vas pas aller le voir dans la rue pour récupérer tes 10 balles. Après je sais pas, il a peut-être des bonnes raisons, peut-être qu'ils sont dans la merde économiquement comme nous, enfin comme nous, c'est difficile de faire autant. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo aide pas non plus. Oui Anne Hidalgo, ça y est, c'est officiellement confirmé, cette conne ne s'est donc officiellement pas utilisé son iPhone à 1500 balles et elle nous a facturé 30 000 € de conversation téléphonique. Comment ça c'est une fake news ? Et ce n'est donc pas 30 000 € comme cela est évoqué par la presse, mais un tarif qui est un tarif qui vaut pour tout le monde, qui est un tarif très exactement de 10 000 € pour 5 gigas. Ah pardon, autant pour moi, c'était pas 30 000, c'était 10 000. Bon bah ça va alors. Quant à la principale intéressée, bien évidemment, elle n'a pas répondu aux accusations. Enfin de toute façon c'est pas une accusation, on a la facture, donc c'est un fait. Hein, mais de toute façon elle répond plus à rien, Hidalgo en ce moment. Non, là elle en a strictement plus rien à foutre. Elle fait le minimum syndical. Si elle corrige les fautes d'orthographe des gens, oui, quand il y a des gens qui lui adressent la parole maintenant, non seulement elle leur parle comme de la merde, mais en plus elle les interrompt pour corriger leurs fautes de liaison. Chaque année, 12 000 Parisiens quittent la capitale. 136 000 depuis 2014. Paris, c'est le seul département d'Île-de-France qui connaît une baisse de sa population. Depuis votre arrivée à la tête de la ville, Paris a donc perdu plus de 30 000 élèves. Madame la maire, cela fait 11 ans que vous cherchez un coupable extérieur. Élève, pas élève. Pourquoi Franchement, Anne, si t'as envie de même plus venir, je pense que ça changerait pas grand-chose. Hein, d'autant plus qu'en général, maintenant, tu te barres avant la fin des réunions. Je suis désolée, je dois reprendre un avion, donc je ne pourrai pas écouter la suite, mais je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer à votre panel. Nous allons continuer, mais nous vous remercions beaucoup, beaucoup. Se barrer en avion juste après nous avoir cassé les couilles 25 minutes sur le fait qu'il faut arrêter de prendre la bagnole. Oui, je sais, il y en a qui disent « Ah non, mais t'es con ou quoi? Elle allait pas traverser la flotte et rentrer à pied en Vélib ?» Si elle va rentrer en Vélib, elle va saigner du cul. Non, je déconne. L'option B, en fait, c'était de faire ce genre de conférence internationale en visio. Bah ouais, parce que t'es pas un chef d'État, on s'en fout que tu sois là. Vous nous cassez les couilles toute l'année à nous dire « Ah, il faut faire des économies d'énergie, il faut pas prendre l'avion, etc. » Mais vous êtes absolument infoutus de mettre en place la moindre visioconférence. Bah non, il faut que madame soit vue en public. Elle a vraiment fait un mauvais choix de carrière, Anne Hidalgo. Pour moi, elle aurait dû être, dans un monde normal, elle aurait dû être ouvreuse, pour un cinéma indépendant, tu vois, à présenter les films façon Radio France. C'est la meuf qui te casse les couilles pendant 10 minutes avant la projection en te balançant des inepties. Ça aurait été bien pour elle. Au risque du contact avec l'autre, alors que l'autre c'est plutôt le goût et pas le risque. Et puis il y a le goût du risque aussi quand même. On balance un pognon de dingue pour payer des gens foutre, alors qu'aux États-Unis, Elon Musk il est déjà en train de baisser le budget de l'État. Oui, il a commencé là, ça fait 15 jours qu'il est là, il a déjà fait 8 milliards d'économies. Enfin non, pas 8 milliards, 8 milliards c'est ce qu'il a dit. En réalité c'était 8 millions. Ça fait 3 zéros quand même de différence. Oui, c'est un peu choquant. Et pourtant, on est le pays de Bruno Le Maire. Mais vous inquiétez pas, en France aussi on sait récupérer du fric. Hein. Donc là, rien qu'en une semaine au menu, donc doublement de la taxe soda. C'est Gérard Larcher qui va faire la gueule. La mairie de Metz qui a adressé une amende de 145 € à un enfant de 4 ans parce qu'il a déposé un sac poubelle à côté de la poubelle. Y a pas à dire, ils ont besoin de nous raquer. Bon, sinon quand même, il y a des bonnes nouvelles en France. Cette semaine, il y a des choses qui avancent concernant l'affaire Betaram. Finalement, le lycée sera inspecté par le rectorat le 17 mars. Donc du coup, question, pourquoi je suis en train de vous donner cette information? Non, pas parce qu'elle est arrivée, c'est pas la question que je pose. Pourquoi je suis en train de vous donner cette information le 4 mars? C'est-à-dire... Ah, ils ont 2 semaines pour se préparer, les mecs? Ah bah dis donc, ça c'est de l'inspection. Nom de Dieu, c'est Benalla qui s'en occupe? D'ici là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que Bayrou en rajoute pas une, mais bon, connaissant son caractère, ça va être compliqué. Et j'étais saisi, je dois l'avouer, à la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous, les garçons, vaguement jaloux, parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée, sur le même banc, avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. C'est mon Premier ministre, ça? C'est mon Premier ministre, ce truc? Putain, mais c'est pas croyable, le type est en train de te dire franchement je suis pas raciste parce qu'au lycée il y avait qu'un seul noir et en plus c'est lui qui gérait la plus belle fille du lycée. Donc c'est pour te dire à quel point on s'en fout de ta vie. Mec, même Nadine Morano ça la choque, démissionne, fous-toi une burqa pour homme et puis fais-toi oublier quoi. Oui, une burqa pour homme. Ah, vous êtes pas au courant? Ça existe maintenant.
À Marseille, dans cette boutique du centre-ville, l'un des modèles streetwear suscite l'engouement. La veste avec la cagoule intégrée. Après, nous, on n'incite personne à aller faire des bêtises, par exemple. Oh bah non, bien sûr, c'est absolument pas pour inciter les gens à faire des conneries. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous proposons cet excellent modèle de pantalon qu'on vient de sortir, avec le porte-machette directement intégré. C'est juste pour l'esthétique. Donc bien évidemment, une cohorte de connards sont allés défendre le projet. Alors je vous cite les 3 arguments merveilleux qui ont circulé H24 sur les réseaux sociaux. Donc on a eu toute la team, oui ben vous nous avez foutu des masques pendant 2 ans, mais par contre maintenant qu'il n'y a plus de pandémie, on a plus le droit de se masquer. Voilà. On a aussi eu le droit à l'argument, oui non mais la BAC, la BAC, ils ont des cagoules. Putain mon dieu. Et bien évidemment le El Famoso, oui mais c'est à cause des caméras de surveillance. Si on n'était pas autant fliqués, les gens s'habilleraient pas comme ça, mon cul. Donc bref, pour clôturer la page François Bayrou, voilà, va te cacher, on veut plus te voir, c'est de ta faute, voilà, c'est de ta faute. Non, pas totalement de ta faute. Ah si, ils ont dit le JDD, c'est de la faute de la France Insoumise, tout à fait. C'est eux qui ont fait la récupération de l'événement. Oui, si François Bayrou a caché et masqué au moins une dizaine d'affaires de pédophilie, c'est à cause de la FI. Voilà, c'est la faute de l'extrême gauche. Enfin, l'extrême gauche, c'est pas vraiment l'extrême gauche, la gauche. Enfin, remarque, c'est plus vraiment la gauche. Oui, parce que Dominique de Villepin est devenu officiellement la 3e personnalité politique préférée de la France Insoumise. Derrière Mélenchon et Tondelier. Ouais, il est vu comme un véritable espoir politique. Alors, c'est pas pour être tatillon sur le truc, mais quand au sein d'un parti de gauche, c'est un mec de droite qui commence à être la personnalité montante, je sais pas ce qui me fait dire qu'en général ça finit mal. Franchement, Dominique de Villepin président, moi je suis pas, ça aurait de la classe pour déposer les clés, je veux dire, parce qu'il reste un quinquennat. En vrai, la fin du prochain quinquennat, si les trucs se sont pas arrangés, la France a fait faillite, oui, mais on le fera avec Dominique de Villepin, avec panache. C'est ça l'esprit français. La faute à la France Insoumise. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre quoi? C'est quoi la prochaine étape? C'est la faute de Donald Trump et d'Elon Musk, c'est ça? Aux plus hautes fonctions de l'État. La vérité doit jaillir, c'est une évidence. Mais à qui profite la dénonciation de ce scandale maintenant? À qui selon vous alors? Eh ben moi je trouve qu'il y a en Europe en ce moment des forces qui sont extra-européennes, pour ne pas les citer. Trump souhaite disloquer la démocratie en Europe. Musk a lancé un scandale, tout le monde le sait, en Angleterre, avec un scandale du même type. Pourquoi j'ai demandé? Oh le con. Donc le complotisme, on est bien d'accord que c'est toujours pour les autres. Depuis cette histoire de salut d'Asie, il le lâche plus Elon Musk. J'espère qu'il n'y en aura pas un dans l'équipe qui va s'amuser à en faire un vrai cette fois-ci, parce que ça va être chaud. De comment ça il y a eu. The only way that they win is we retreat. And we're not going to retreat. We're not going to surrender. We're not going to quit. Fight, fight, fight! Ah oui, là, c'est un salut d'Asie. Chaud. Mais attends, du coup, il l'a pris comment Bardella? Parce qu'il était invité, le mec. Mais non, mais du coup, il s'est barré. Oh putain, ça a pas dû le faire. C'est un lâche. Vous êtes gentil, Non, pas Steve Bannon, vous êtes gentil les traducteurs, parce que such a pussy traduit par c'est un lâche, ouais, vous êtes sympa. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis. S'il manque de tripes et se comporte comme une petite fille, il ne dirigera jamais la France. Et Le Pen a choisi la mauvaise personne. C'est une poule mouillée, c'est un lâche, ce n'est pas un homme. Il ne dirigera jamais une grande nation comme la France. Il est pire que Macron. Après, soyez rassurés, ce fascisme américain n'arrivera pas jusqu'en France grâce au bouclier magique. Mais de Nathalie Loiseau, enfin, vous n'êtes pas au courant. Nathalie Loiseau a été élue présidente d'une commission spéciale sur la défense de la démocratie et son but est de mettre en place un bouclier européen de la démocratie. Eh ben dis donc, ça va être magnifique, ça encore, je sens. Nathalie, c'est pas pour partir perdant, mais en général, historiquement, quand on a associé la notion d'Europe à la notion de bouclier, ça a rarement bien fini. Après, il y a quand même un truc positif que je voudrais dire sur Nathalie Loiseau, et je sais que j'en dis pas souvent, c'est quand même une strong independent woman. Et ça, j'apprécie. Enfin, strong dépendante de mes impôts woman. Ils ont 20 ans de retard sur les États-Unis, donc du coup, mais oui, mais c'est la plus en avance de toutes. C'est une femme 2.0, elle a une vraie carrière perso, alors que, voilà, elle aura tout simplement pu être assistante comptable pour son mari, tu vois, pour l'aider à gratter des papiers. Et bah non, elle a décidé de faire sa propre carrière, alors que son mari, il a besoin d'assistante, tu vois. Ah bah si, il a besoin d'assistante, il a des responsabilités. J'ai découvert cette semaine que l'AFD, vous savez, l'Agence française de développement, le truc qui balance nos impôts pour sensibiliser les jeunes en Afrique du Sud aux bienfaits du cirque, voilà. Et ben en fait, le mec qui a la gestion de la répartition du fric, le mec qui choisit où ça va, et ben c'est le mari de Nathalie Loiseau. Ouais, c'est petit, petit. Non, pas moralement, c'est petit au niveau de l'espace. Ce monde de la corruption est tellement petit que le côté positif de ça, c'est que le jour où on aura besoin de faire le ménage, on n'aura pas beaucoup de marche à faire.
Et puisqu'on en a parlé d'AfD, il y en a un autre d'AfD aussi. Ouais, c'est le AfD allemand. Non, aucun rapport. Ouh là là, oh non, c'est très très différent. Et ils ont perdu les élections en Allemagne. Oui, ils sont arrivés deuxième, derrière la coalition CDU-CSU. Hein, donc du coup, notre leader suprême a bien évidemment commenté l'événement. Je viens de m'entretenir avec Friedrich Merz pour le féliciter de sa victoire aux élections allemandes. Comment ça, sa victoire? De quoi? Je comprends pas. Mais c'est pas une victoire, c'est une coalition. Donc ils n'ont pas gagné, puisqu'ils sont plusieurs partis. D'ailleurs, ils vont encore être plus nombreux, puisqu'ils vont au moins s'allier avec le SPD. Donc c'est... Ah d'accord, donc en fait, quand plusieurs groupes politiques sont obligés de s'allier entre eux pour faire un score meilleur que celui de l'extrême droite, ça s'appelle une victoire. Nouvelle règle! Pour Macron, la démocratie, c'est un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, en fait. Il y a un truc spécifique qui doit se passer à la frontière de la France, qui fait que ça ne prend pas chez nous, mais que c'est valable ailleurs. Bah, bravo quand même à l'AfD, hein, qui a réussi un bon score après une campagne, il faut le reconnaître, à la fois décomplexée et tendue. Double salut nazi sur tête d'enfant Kinder. C'est qui le mec de la com? Non mais je sais qu'ils font le symbole du toit pour protéger les enfants. Mais rigolez pas, Ilan Gabel a pris au premier degré. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Allemagne, extrême droite, AfD. Regardez bien cette photo d'Alice Weidel, la chef de file de l'AfD. Il y a 8 drapeaux allemands de chaque côté d'elle. Pourquoi 8 et pas 6 ou 10? Parce que la 8e lettre de l'alphabet est le H. Et que chez les néo-nazis, 8-8 se lit comme HH. Et pour eux, HH signifie Heil Hitler. C'est du subliminal, mais les militants comprennent et ils aiment ça. Les autres n'y voient que du feu. Oh là 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 là, heureusement que les vigies républicaines en marche sont là pour nous protéger du fascisme. Être vigilants aux symboles que nous, les pauvres cons, on n'arrive pas à voir. Hein, et après, les gens, ils sont là, ils disent oui, la France, c'est pas une démocratie. Bien sûr que c'est une démocratie. C'est pas parce que Macron, là, il a annulé un conseil des ministres. Ouais, les gens, ils ont gueulé. Les gars, on s'en bat les couilles. Le mec, il a annulé des élections. Tu crois qu'il y en a quelque chose à foutre de ton conseil des ministres? Le mec, il a annulé la France. Puis moi, je pense qu'ils avaient mieux à faire. Hein. Bon, probablement une petite réunion en comité réduit. Oui, sur l'affaire Bétaram. Oh, je crois qu'il y en a besoin, là. Blast, en enquêtant, a remonté une seconde affaire. Elle est similaire sur bien des aspects et ce qu'elle dévoile est troublant. C'est encore son passé à l'Éducation nationale qui rattrape François Bayrou. Alors qu'il était en charge, le ministre a enterré un autre scandale de sévices infligés à des mineurs, à de très jeunes enfants. Cette fois, ce n'est pas d'une claque dont il s'agit, et celle de Bétaram avait entraîné un lourd handicap pour la victime de 1996, dont le tympan a explosé. Dans ce second dossier, ce qui est en cause est incontestable, ce sont des viols répétés sur des mômes, un frère et une sœur. Comme à Bétaram, on n'a pas voulu écouter. Le collège Henri IV est une institution à Bergerac et le professeur Garrick en était une figure respectée, un notable. En 1992, quand le père des enfants dénonce les faits, il se heurte à un mur d'indifférence, d'incrédulité, de bien-pensance. Sa famille est moquée, stigmatisée, abandonnée. Pour seule sanction, on propose de muter le violeur. Puis l'administration s'en prend au père de famille, lui-même fonctionnaire de l'Éducation nationale, qui refuse de laisser ainsi enterrer l'affaire. Principal de collège dans un autre établissement, on lui refuse une promotion. Puis on lui impose une mutation. On l'a aussi invité à se mettre en congé, en disponibilité, et sa notation excellente jusqu'alors s'est dégradée. Quand il est remis, en janvier 1994, le rapport de l'inspection générale est accompagné d'une note au ministre. On y lit ceci à destination de François Bayrou. En cas d'abus sexuel commis par un enseignant, l'incrédulité initiale de ses collègues, du chef d'établissement et de l'ensemble de la hiérarchie, puis les lenteurs dans la saisine de justice ou les hésitations à entamer une procédure disciplinaire laissent dans l'opinion la déplorable impression d'un milieu éducatif plus solidaire du coupable ou plus soucieux de l'image d'un établissement que du traumatisme des victimes. Pour changer la donne, les auteurs du rapport invitent le ministre à prendre une circulaire pour mettre fin aux affaires étouffées à l'avenir. Avec ces mots, l'institution sortira grandie de l'épreuve, sachant sanctionner ceux qui la flétrissent au lieu de la servir et apporter aux victimes un soutien moral indispensable. Cette invitation est restée sans effet. La lettre circulaire n'a pas été envoyée aux fonctionnaires de l'Éducation nationale. Elle n'a jamais été rédigée. Et après, attention, hein, soyez rassurés, Emmanuel Macron tient toujours à faire son référendum cette année. Oui, cette année, c'est de la bonne fourchette quand même. Hein. Mais bon, après, il faut qu'il réfléchisse quand même. Bah, il ne sait pas s'il y a son référendum sur les réseaux sociaux, il faut qu'il rajoute celui sur les pailles en plastique. Voilà, il y a quand même un truc à process. Peut-être un référendum sur la Nouvelle-Calédonie aussi, on ne sait pas. Remarque, non, Manuel Valls aura réglé le problème.
En Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls se heurte aux macronistes radicalisés. Comment ça, des macronistes radicalisés? Putain, il y a des macronistes radicalisés maintenant, mais il y a trop de classes de perso, putain, je comprends plus rien. C'est quoi le concept d'un macroniste radicalisé? Et c'est quoi le concept aussi de s'engueuler avec les mecs de la majorité quand tu appartiens à la majorité? Manu, putain, c'est le parti politique qui protège le plus ses cadres. Je veux dire, c'est le seul parti politique où les mecs, ils arrivent devant des militants, ils sont là, oh, c'est génial, des photos, des autographes, j'en veux plus, fais-moi l'amour. Enfin, les mecs sont dingues. Et Manuel Valls est le seul homme politique français qui arrive à se faire engueuler par des gens de son propre parti alors qu'il est ministre. Tu es l'homme politique le plus haï de l'histoire de la Ve République. Voilà. On n'est pas respecté du tout. Ça fait 40 ans qu'ils nous crachent dessus. N'oublie pas, les députés là. Faut nous respecter aussi, nous tous. Moi, je respecte. Tu ne vas pas respecter. Quand tu dis qu'il y a un peuple premier que les Kanaks, ils ne respectent pas. Ça, dire ça, c'est un révisionnisme. Révisionniste, vous savez, il a dit antisémite. Ah, il réutilise ses vieilles arguments de l'époque. Oh putain, mais qu'est-ce que je rajeunis dans cet épisode? Mec, c'est une catastrophe. Même Laurent Wauquiez, il est plus respecté que toi. Enfin, en ce moment, ça dépend. Absolument. Une toute dernière question sur l'utilisation du budget des Républicains si vous gagnez. Oui. Il y a un peu plus d'un mois, le Conseil d'État a obligé la région Auvergne-Rhône-Alpes à divulguer la liste des invités du dîner que vous avez organisé comme président de région en juin 2022. Pour un peu plus de 100 000 € et 90 convives, l'opposition à la région vous accusant d'avoir organisé un dîner fastueux à des fins de communication personnelle. Vous allez donner cette liste d'invités. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Vous devez être mal renseigné. On l'avait donnée déjà. Elle a été sortie par vos collègues du Dauphiné Libéré il y a plus d'un an. Oui, elle a été sortie par le Dauphiné Libéré. Qu'est-ce que tu racontes? Ils le disent eux-mêmes dans l'article de l'époque, dans un rapport que le Dauphiné Libéré a pu se procurer en exclusivité. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, quand un média balance une info sur vous, vous considérez que c'est un acte de transparence de votre part. Vous avez vraiment des règles spéciales. Mais sauf que le Conseil d'État, en juin... Oui, ça s'appelle la justice et elle est lente. Ouais. Le Dauphiné Libéré a donné cette liste. Juste, je voudrais, parce que j'aime bien ne pas esquiver ces questions. Sur ce sujet de dîners qui ont coûté cher, c'était une erreur. Oh, t'as vu, il a pris sa petite voix. C'était une erreur. Et là, il marque une pause. Oui, c'est la pause de l'honnêteté. Je sais pas quel est le communicant qui leur a foutu cette idée dans la caboche, mais les politicards, ils sont persuadés que s'ils marquent des pauses de 3-4 secondes, eh ben, les gens ont l'impression qu'ils sont honnêtes. Ça ne marche pas. Je l'ai assumé. Quand je fais des erreurs, je les assume. C'est-à-dire ces dîners des sommets, c'était une erreur? Non. Il y a deux choses. Il y a bien sûr, des dîners avec des additions excessives et les dîners des sommets. Là, on est dans le sommet du débat politique, monsieur Duhamel. Écoutez, je pense... Oh le culot! Oh le culot! Il reproche au mec de faire du gala voici alors que c'est lui qui vient de dire il y a précisément 4 secondes et demie. C'est moi qui veux parler de ce sujet parce que je n'ai pas l'habitude de se dérober, donc j'aimerais bien qu'on en parle. Le salopard. Que l'utilisation de l'argent public intéresse ceux qui nous regardent. Et je crois que par ailleurs qu'on a parlé de sujets de fond avant et on a pris du temps pour le faire. Et c'est pour ça que je vous réponds, prenons le temps pour le faire. J'ai fait une erreur sur pas ces organisations qui étaient destinées à créer de l'activité et mettre des gens dans notre région ensemble, je l'assume totalement. Mettre des gens dans notre région ensemble, ça ne veut rien dire. C'est quel emploi t'as créé, quelle infrastructure t'as mis en avant. Si, t'as mis des gens ensemble dans tes dîners à la con, oui, et t'as créé de l'activité. Attends, il faut lever le coude quand même. Ah oui, mais Laurent Wauquiez, il est comme ça. Il faut toujours prendre ce qu'il dit au premier degré. Mais c'est sans doute utile, ne tombons pas dans ce poujadisme. Poujadisme, carrément. Oh bah dis donc. C'est-à-dire que te demander d'arrêter d'inviter tes potes au resto avec l'argent public, c'est une doctrine politique d'extrême droite. C'est moi ou c'est devenu très très large la notion d'extrême droite? En revanche. Donc ça c'est le dîner des sommets. En revanche, ça, sur des dîners où je considère que c'était une erreur et que les sommes dont je n'étais pas au courant étaient excessives, j'ai assumé et j'ai remboursé les frais excessifs. Oui. Je connais pas beaucoup de politiques qui les fait. C'est vrai, moi non plus, je connais pas beaucoup de politiques qui l'aient fait. Mais parce que je connais pas beaucoup de politiques qui se sont fait pincer aussi. Voilà, c'est ça le problème. On est à un niveau d'excuse 9,5 sur 10 sur l'échelle Christophe de Chavannes. Si c'est la nouvelle échelle de mesure, il a pété tous les records. Oui, parce que vous savez qu'il s'est fait pincer au volant positif à la coke. Et il a dit qu'en fait, c'était parce qu'il avait roulé une pelle à une meuf juste avant qui devait avoir pris de la coke. Même Dupond-Moretti ne l'attendent pas. Lui, il n'est pas prêt pour les tests d'Éric Piolle. Oui, Éric Piolle, le maire de Grenoble, il a eu une bonne idée incroyable, donc on va en parler. Éric Piolle souhaite conduire, enfin que soit conduit, il va pas les faire lui-même, des tests de détection de stupéfiants donc sur les députés. Oui, pour, je le cite, montrer que la drogue touche aussi les cercles de décision et, je le cite encore, sortir de l'hypocrisie.
Ah bah c'est une bonne idée ça, mais pourquoi s'arrêter à l'Assemblée? Moi je pense qu'on devrait faire des tests à l'Elysée, on aura peut-être 2-3 surprises. Ouais, ou pas. En tout cas, quand je vois l'état de la ville de Grenoble, j'ai hâte de voir les résultats d'Éric Piolle. Hein? Comment ça, ce sera pas possible? Lyon Mag, Éric Piolle refuse d'appliquer sa proposition de test anti-drogue à sa majorité à Grenoble. Mais cette blague, cette trou du cul. Oui, je suis vulgaire, trou du cul. Putain, mais ces gens sont incroyables. Après, si on relativise, c'était pas forcément l'idée du siècle non plus. On va encore dépenser un pognon de dingue pour faire des tests, alors qu'on n'a pas besoin de tests pour savoir qui se calme. Et même ce qu'ils prennent d'ailleurs. Je suis désolé, Amélie ou Déa Castera. Oui, je pense que la France, c'est beau, les sourires, les arbres, je vois la joie. Tu vois, ça sent le shit, tu vois, le mauvais shit. Tu vois, je vois même la canette de 8-6 et le poster d'Evanescence. Tu vois, alors que par exemple, Olivier Dussault, personne l'a craqué, ça sent la coke, tu vois. C'est un truc qui se sniffe davantage. C'est le même syndrome qu'Éric Dupond-Moretti. Après, ce qui est quand même rassurant, parce que vous savez, voilà, c'est le principe des épisodes, on alterne des mauvaises et des bonnes nouvelles, c'est que même avec des politiciens qui déraillent, même avec des politiciens qui se foutent de notre gueule, il y a encore des gens dans ce pays qui ont envie d'essayer de faire des choses et de balancer des initiatives pour qu'on avance et qu'on soit tous plus responsables. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoirs, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. Ils nous inventent une police différente toutes les semaines, mais ils sont pas capables de créer une police de la connerie. Ça me rappelle vraiment, quand je vois ce genre de vidéos, les vidéos qui tournaient quand j'étais môme à la chute de l'URSS. Oui, je sais, je suis vieux. Vous savez, quand vraiment le système est à l'agonie, c'est la fin, vraiment, c'est sur le point de s'effondrer. Et plus t'approches de la chute et de l'écroulement, plus les fonctionnaires redoublent de zèle pour appliquer les ordres administratifs les plus absurdes. Les poubelles, c'est vraiment le témoin de notre intimité la plus proche, la plus petite, quoi. Vous allez vraiment même aller jusque-là. En même temps, vous nous expliquez déjà comment il faut jeter nos pots de yaourt. Mais avant ça, le dossier du 20h BFM avec un produit présent dans quasiment tous les frigos français. Quasiment 8 Français sur 10 disent manger des yaourts. Mais combien savent précisément quoi faire de ce pot de yaourt ensuite? Dans quel bac le jeter? Et voilà, tu peux répondre à cette question en 4 secondes. BFM va faire 4 minutes 23 sur le sujet. C'est dur, hein, l'information en continu. Bah oui, mais c'était une mauvaise idée. Vous êtes obligé de... Voilà, bah oui, ça n'a aucun sens. Eh bien, vous allez voir que visiblement, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a une grande campagne d'information qui va être lancée. On en parle avec vous, Gauthier Massy. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt. Ça te fait marrer, hein? Il touche 4 fois ton salaire. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On hésite, on tremble devant la poubelle? Alors, c'est effectivement étonnant, mais comme tous les emballages, les pots de yaourt, et quel que soit le matériau, se trient et se mettent bien dans le bac jaune. Bon, c'est vraiment un message simple. Voilà, normalement, ça s'arrête là. Mais il reste 4 minutes 01. Donc ce soir, la réponse à cette question est une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Alors effectivement, comme encore une fois, tous les emballages, le tri du pot de yaourt est systématique. Il faut mettre son pot de yaourt vide dans le bac jaune, comme tous les emballages. Sauf que grand débat. Ah oui, Elsa? Mais l'opercule aussi? Ah bah oui, l'opercule. C'est vrai, si on ne s'est pas posé la question de l'opercule et on relance le débat. Alors l'opercule aussi, effectivement, la campagne va jusqu'à ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois, il peut y avoir ce type d'interrogation. Est-ce que je dois laver mon emballage avant de le mettre dans le bac jaune? Attendez. Il y a vraiment des gens qui se demandent sincèrement s'il faut laver ces pots de yaourt avant de les jeter? Des gens qui ont un emploi stable? Non. Là, tous les procédés de recyclage ont des cycles de lavage. Donc, pas la peine de le laver, pas la peine de le rincer.
Encore une fois, le geste doit être simple et systématique. Geste simple, on ne rince pas, on sépare l'opercule du pot et on jette les deux dans l'emballage. Vous avez compris, Christophe Barbier? Oui, parfait. C'est ce que je fais. Et en effet, moi, je lave pas. Mais j'ai une autre question, mais totalement périphérique. Les bouteilles d'eau, faut les écraser ou pas? On est sur le pot de yaourt, Christophe. On peut un petit peu effectivement faire en sorte qu'elles prennent moins de place, mais c'est pas la peine de les écraser comme des crêpes. Quelquefois, ça peut poser des problèmes après dans les centres de tri. D'accord. Les pots de yaourt, on les jette comme ça, intacts. Pots de yaourt intacts, effectivement, dans le Je peux poser une question sur le sujet, du coup. Oui, merci Amélie Rosic de revenir au sujet. Pourquoi faut-il séparer l'opercule du pot de yaourt? Non, on s'en fout. Non, on va s'arrêter là. Non, parce que voilà, l'heure tourne, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on y est. Hein, puis, à la limite, vous nous dites quoi faire, on le fait, mais alors savoir pourquoi on le fait, bon, j'ai arrêté. Donc, résumé rapide de l'actualité internationale de la semaine, la Chine est en train de créer une armée de 100 000 drones, les États-Unis fabriquent des fusées pour aller sur Mars, l'Inde s'apprête à lancer des intelligences artificielles de nouvelle génération, et la France fait des campagnes de pub pour savoir comment jeter son pot de yaourt et bien attacher le bouchon en plastique à la bouteille. Vous voulez pas vous trouver un vrai travail? Non, mais parce que là, on parlait de la Chine, tiens, vous savez qu'en Chine, il y a une société qui s'est créée pour que les gens évitent le déshonneur de ne pas avoir un travail, et justement ils leur font des faux contrats de travail pour qu'ils ne soient pas humiliés. N'empêche, t'imagines une société qui pour 3 francs 6 sous te crée de toutes pièces un emploi fictif indétectable. François Fillon doit être tellement dégoûté. Après, bon, la Chine, on l'encense, hein, mais bon, il y a quand même des conneries aussi. C'est paradoxalement le pays qui, alors ça y est, ils l'ont reconnu là, hein, ça y est, c'est officiel, ils ont vraiment dans des zoos, ils ont pris des ânes et ils les ont peints avec des rayures, avec de la peinture pour faire croire aux touristes que c'était des zèbres. C'est la honte quand même de faire un truc comme ça. Mais restez sur ce genre de prank. Voilà, ça nous va, c'est léger. Toutes vos histoires, regarde, si on met 2 gouttes d'huile d'olive dans un virus, regarde ce que ça... Non, ça c'était pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coronavirus présentant des similitudes avec celui du Covid-19 découvert par des chercheurs dans un laboratoire chinois à Wuhan. Trop tôt. Pour le reboot, non. C'est comme les Spider-Man, faut laisser quelques années parce que sinon vraiment on va se lasser. Arrêtez de recycler que des vieilles idées, on dirait Dragon Ball, c'est chiant là. Ouais, bah tu fais pas 2 tournois d'affilée et tu fais pas 2 pandémies d'affilée, il y a des règles. Après attention, hein, pour l'instant ce sont que des rumeurs. Ne soyons pas complotistes, pas de fausses informations. Attention, danger, la désinformation arrive et il va falloir que nous soyons tous très vigilants. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tiens, le sketch de Diodo, il est pas en temps, là. Il revient? Ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, c'est le problème des Américains, même si on sait qu'il y aura des conséquences économiques mondiales. Il revient nous faire la leçon sur Donald Trump. Il ose. Mais ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'arrivée de Kennedy Jr. comme secrétaire d'État à la santé. C'est comme si on nommait ministre de la Santé chez nous un anti-vax notoire. Cette nomination va booster tous les complotistes du monde, y compris chez nous. Chaque déclaration de Kennedy sera reprise par les réseaux sociaux, amplifiée, déformée. Cela demande non seulement une grande vigilance, mais également une grande réactivité de la part de tous ceux qui sont responsables de la santé en France. Gouvernement, administration, institutions, informateurs, nous devons tous réagir immédiatement en cas de désinformation manifeste sur les sujets santé, y compris et surtout nous, médecins. Chers confrères, vous allez peut-être devoir répondre à vos patients inquiets sur ce qu'ils ont lu ou entendu, notamment sur les vaccins. Il faudra savoir répondre et rassurer. Le Conseil de l'Ordre des médecins doit sanctionner immédiatement ceux qui épousent les thèses les plus farfelues. J'ai été récemment invité à débattre avec un auteur anti-vax à l'occasion de la sortie de son livre. J'ai refusé. Les médias ont aussi leur rôle à jouer, ne doivent pas donner la parole aux désinformateurs. Oui, nous sommes un pays dans lequel la liberté de parole est fondamentale. Chacun a le droit de s'exprimer, mais pas pour mettre en danger la vie d'autrui. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a rappelé à 2 reprises dans cet épisode, l'affaire Betaram est au cœur de l'actualité politique et médiatique française. Et notre gouvernement a enfin décidé de prendre le sujet des violences commises à l'encontre des enfants au sérieux, et particulièrement notre ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Et puis dans tous les établissements qui accueillent des jeunes, on doit afficher le numéro sur l'enfance en danger, le 3919. Le 3919 ? Le 3919, c'est le numéro pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est le 119. Putain, sans déconner, à part le 49.3, tu connais aucun chiffre. Je suis pas content.